Depuis 2017, on travaille la vision globale. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. La vision globale, en fait, c'est une interrogation qu'on a proposée à l'ensemble des bibliothécaires du monde entier pour savoir ce que l'IFLA pourrait faire pour eux, peu importe le pays. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a 190 États membres de l'ONU sur 7 continents qui ont participé à ce questionnaire-là, à ce sondage, à ces ateliers. On a plus de 469 000 ans d'expérience en bibliothèque. Donc, on n'a pas compté les personnes, mais vraiment l'expérience de bibliothèque. Toutes les bibliothèques ont été représentées, que ce soit universitaires, scolaires, municipales, etc. Plus de 9000 participants ont pris part à 185 ateliers de par le monde, parce que l'IFLA se promenait un petit peu partout à travers le monde pour pouvoir présenter ces ateliers-là, pour avoir une vision qui était pour nous représenter tous. Et puis, on a pu avoir aussi la possibilité de voter en ligne, donc 21 000 votes, ce qui est quand même, pour une organisation sans but lucratif, un exploit. On a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. De cette vision globale-là sont sortis 10 points clés, donc 10 constats et 10 opportunités sur lesquelles on peut travailler, et je vous invite à le faire fortement parce que ce sont, je crois, ce qui va ressortir dans la planification stratégique du mois d'août prochain. Une vision qui va s'en aller dans cette direction-là. Donc, c'est important de se l'approprier et de la véhiculer tous autant qu'on soit. On n'est pas obligé d'être gestionnaire pour pouvoir véhiculer les idées d'une bibliothèque scolaire en santé, d'une bibliothèque scolaire représentant notre monde. C'est notre obligation en tant que bibliothécaire que de le faire. Donc, attendez pas d'être un gestionnaire. Faites-le dès maintenant, un petit pas, on arrive à de grandes choses. Donc, je vais passer rapidement les 10 points clés, en fait, qui nous amènent vers 10 opportunités, donc 10 défis à remplir. Donc, on veut évidemment fournir l'accès égal et gratuit. C'est quelque chose qui est important pour nous, pour les bibliothécaires. Donc, on doit devenir les leaders de la liberté intellectuelle. Donc, partout où on passe, ce principe-là devrait être ancré en nous. On reste évidemment engagé face à l'alphabétisation, l'apprentissage de la lecture, comme on le disait tantôt avec les personnes qui étaient ici. C'est important. Il faut cependant faire attention à nos rôles qui étaient traditionnels et qu'on doit perpétuer vers un avenir qui est autre et qu'on ne connaît pas nécessairement, parce qu'aujourd'hui, oui, on a des ordinateurs, on a d'autres moyens, mais dans 5 ans, ce sera peut-être plus ça. Donc, toujours regarder vers l'avant avec d'autres façons de faire. Focaliser sur les communautés, parce qu'évidemment, on travaille avec le local, on travaille avec notre environnement. Donc, comprendre les besoins de cette communauté-là pour pouvoir faire des services avec l'impact qui va avec. Donc, on ne veut pas juste faire quelque chose pour faire quelque chose, on veut vraiment avoir une plus-value dans nos actions. Donc, évidemment, on s'adapte petit à petit à l'innovation numérique. On l'a vu tantôt, on a essayé 3 ordinateurs, beaucoup de difficultés, on y est arrivé. Donc, il faut faire face à cette technologie-là, comme je le disais, qui a l'air de ça aujourd'hui, mais demain, on ne sait pas. On a besoin de plaidoyer. Donc, tout à l'heure, ce que je voyais à la table, c'est des gens qui veulent faire changer les choses, qui veulent avancer. Donc, on doit absolument le mentionner que c'est important pour nous, pour l'avancement des bibliothèques, des enfants qui sont là, qui sont nos clients et qui doivent vivre dans une mondialisation de plus en plus rapide. Donc, encore une fois, aller chercher les impacts à ce niveau-là. Le financement est évidemment un défi crucial, peu importe où on est dans le monde, mais de voir la bibliothèque comme un enjeu principal nous facilite la vie pour avoir ces leviers financiers-là. Donc, il faut vraiment utiliser l'impact
et communiquer ce qu'on peut faire pour ces personnes-là. Non pas ce qu'on a à offrir, mais ce qu'on a pu faire et les réalisations qui en sont sorties. Je le disais tantôt, collaboration, partenariat. Donc, il faut apprendre à développer cette partie-là. De ce que je peux comprendre de nos réalités, c'est que souvent, on travaille chacun pour soi dans un silo. On ne partage pas nécessairement nos réalités. J'ai eu la chance de côtoyer Vincent et Anne durant les derniers jours et finalement, il y a des filons qui se connectent. On s'aperçoit qu'on travaille pour la même chose puis que à plusieurs, ce serait peut-être plus rapide. Ensuite, numéro 8, avoir moins de bureaucratie et plus flexible aussi, parce que souvent on est face à la copie en multiples. En fait, le document en multiples copies qu'il faut faire signer par 3 personnes pour avoir un budget. Donc, de faciliter ces aspects-là peuvent être grandement conséquents. On veut également conserver notre mémoire, donc tout ce qui est patrimoine, on veut le conserver, ce qui est parfait. Encore faut-il y avoir accès, parce qu'avec les années, les choses allant comme elles vont rapidement, parfois on n'a plus accès parce que le logiciel n'existe plus, et ainsi de suite. Donc on se retrouve avec des difficultés à grande échelle. Puis, une chose très, très, très importante, le 10e point, en fait, c'est nos jeunes professionnels. Ceux qui sortent de l'école, c'est les futurs leaders. Ils peuvent prendre dès maintenant leur place pour pouvoir aller de l'avant. C'est la partie la plus importante. Puis l'IFLA l'a reconnu aussi durant les ateliers où est-ce qu'on mentionnait qu'il fallait attendre d'avoir 40 ans, 50 ans pour pouvoir accéder à l'IFLA, alors que ceux de 20 ans peuvent y aller à l'IFLA. Il y a tellement d'apprentissage, on peut grandir à travers ça. Donc, c'est important de laisser nos futurs leaders nous aider à tracer la voie. Donc, ce sont 10 opportunités qui vont, je crois, être présentées au plan stratégique cet été pour la planification 2019-2024. L'IFLA aussi fait des cartes mondiales des bibliothèques. Donc, sur le site web même de l'IFLA, vous pouvez aller voir les cartes mondiales. Donc, vous allez trouver des statistiques par pays de combien de bibliothèques scolaires, combien de bibliothèques municipales, combien de documents, etc. Vous pouvez aussi mentionner à l'IFLA, si jamais il y a des manques, d'alimenter correctement ces données-là. Il y a aussi la carte mondiale avec 17 objectifs du développement durable. J'ai vu une expérience de Tunisie, donc je vous invite à aller voir. Et puis l'IFLA, évidemment, les conférences ont lieu à Athènes cette année, donc c'est à côté, hein, pas très loin, venez nous voir. Et en Nouvelle-Zélande en 2020. Et puis cet été, on sera en 2021. À quel endroit on se déplacera? Ce qui nous intéresse, les bibliothèques scolaires. Donc, les bibliothèques scolaires peuvent avoir, on est un comité permanent de 20 membres maximum. Présentement, on travaille entre 15 et 17 membres et 5 membres correspondants, donc des gens qui sont de partout à travers le monde. Les mandats sont pour 5 ans, les élections durent 2 ans. Donc, on peut être soit président, secrétaire ou officier d'information. Le rôle du comité des bibliothèques scolaires, en fait, c'est de rédiger des documents qui vont aider la communauté à travailler autrement, puis selon des standards élevés de l'IFLA. Donc, évidemment, ça ne se veut pas quelque chose qu'on applique directement, mais c'est quelque chose qu'on va adapter à son pays. Parce qu'il y a des réalités à travers ça qui ne peuvent pas être traduites. Donc, c'est vraiment des documents qu'on va appeler un peu plus macro, que vous adaptez en fonction du pays où vous êtes. Donc, on pourra en voir un petit peu plus dans les prochaines diapos.
Sinon, mon officier de l'information va être content. Je dois vous dire qu'on est sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn et on a aussi une liste de distribution qui permet à tout un chacun de proposer des choses, faire des appels à communication. Vous pouvez vous abonner et recevoir l'information que nous, on transmet, mais que aussi d'autres personnes transmettent. La section des bibliothèques scolaires, ça veut aussi dire une rencontre de mi-année. Cette année, c'était en Chine, j'arrive tout juste de Chine, où on regarde la planification annuelle pour voir où est-ce qu'on en est avec nos objectifs. Donc, la planification annuelle se fait normalement au mois d'août durant la conférence, et puis on revoit au fur et à mesure nos objectifs. Donc, au niveau de la conférence, elle va avoir lieu à partir du 23 août prochain. Le 23 août demeure une journée satellite. Ça veut dire que ce n'est pas rattaché à la conférence, c'est spécifiquement une journée pour les bibliothèques scolaires. En matinée, on va parler des lignes directrices, comment les adapter à son pays, comment les travailler avec nos décideurs. Et puis en après-midi, on va visiter des bibliothèques scolaires. Donc, c'est ce qui se fait normalement depuis les 2-3 dernières années. L'année prochaine, on va voir comment on travaille la journée satellite, mais c'est vraiment un moment pour les bibliothèques scolaires. Et puis, durant la conférence, on a une conférence qui va avoir lieu sur les statistiques et les bibliothèques scolaires. Donc, il y a eu un appel à communication. On a eu 22 personnes qui ont proposé leur communication. On est en train de les évaluer. La conférence va durer 2 heures et puis ça va être strictement sur les statistiques en bibliothèque scolaire. Et puis, on a aussi une rencontre annuelle qui est de 2 heures où est-ce qu'on parle de nos objectifs, de ce qu'on veut amener plus loin. Ces objectifs-là, cette vision-là vient des gens qui nous écrivent. Donc, moi, je reçois des courriels constamment pour me faire valoir, bon, mais on devrait avancer dans cette direction-là, produire tel document, etc. Donc, on vous écoute pour pouvoir aller plus loin en bibliothèque scolaire. Évidemment, tous ces documents-là sont traduits gratuitement grâce à la participation de gens des différents pays. Si on fait des outils et c'est seulement en anglais, ça n'a aucune utilité pour des gens qui ne parlent pas la langue. Donc, on invite fortement les gens à collaborer à ces outils-là pour pouvoir les traduire dans leur propre langue. Un des éléments ou un des documents qu'on travaille cette année, en fait, c'est le manifeste des bibliothèques scolaires que vous connaissez sûrement. Ce manifeste-là a été rédigé en 1999. Il a donc 20 ans cette année. Pourquoi on voulait le mettre à jour, ce document pilier? Tout simplement parce que devant des décideurs, quand on leur dit que l'UNESCO et l'IFLA disent que c'est important, mais que le document date de 1999, ça manque de crédibilité face à nos décideurs, face à ceux qui vont nous aider financièrement. Donc, l'idée à travers ça, c'est de revoir globalement ce document-là et le mettre à jour, évidemment, pour pouvoir l'utiliser, l'amener à nos décideurs, mais avec une version rajeunie. Donc, évidemment, c'est un document qui s'adapte à chaque milieu. Ce n'est pas un document qui est précisément sur le terrain, mais c'est vraiment un document macro. On est à faire la mise à jour actuellement et comme je suis ici à Tunis, vous avez jusqu'au 21 avril pour le commenter parce que je ne serai pas à la maison pour y travailler avant ce moment-là. Donc, profitez-en. C'est un petit peu partout. Si jamais vous ne l'avez pas vu circuler, je vous invite à communiquer avec moi. Je vais vous l'envoyer pour que vous puissiez le commenter. Au niveau des objectifs, bien évidemment, le manifeste, ce n'est pas un travail que de l'IFLA, c'est un travail aussi de l'IASR, qui est l'Association internationale des bibliothèques scolaires. Donc, je travaille beaucoup avec Cathy Mann, que vous connaissez probablement. Donc, on travaille étroitement ensemble pour pouvoir naviguer de façon parallèle et s'en aller dans la même direction. Le but de retravailler ce manifeste, évidemment, c'est de pouvoir le livrer au mois d'août 2019 durant la prochaine conférence. Et on travaille également avec l'UNESCO pour pouvoir faire endosser ce document-là. Parce qu'il va avoir plus de valeur si l'UNESCO met son timbre sur le document.
On veut souligner son anniversaire. Je fais appel à vous si vous avez des idées pour souligner le manifeste de l'IFLA et de l'UNESCO. J'aimerais ça rapporter des idées pour mes collègues de l'IFLA. Et puis, en même temps, ce qu'on voudrait faire avec l'UNESCO, c'est utiliser le mois des bibliothèques pour pouvoir en faire un mois officiel de l'UNESCO. Donc, oui, il y a un mois qui existe, c'est l'Association internationale des bibliothèques scolaires qui le gère, si on veut. On voudrait en faire quelque chose d'officiel via l'IFLA de l'UNESCO. Tantôt, on parlait de bibliothèque scolaire comme étant un lieu où est-ce que c'est important pour la lecture, c'est important pour l'élève, on veut le faire grandir, c'est inspirant. Donc, j'ai pris plusieurs notes, mais ça rejoint ma philosophie. J'aimerais aussi aborder le fait que ça rejoint les 4 C. Donc, il est important que les bibliothèques puissent se retrouver à travers 4 C. Donc, les 4 C sont la collaboration, évidemment. On en revient encore à ça, c'est très, très important. Puis la collaboration, c'est pas un leader avec des personnes qui vont suivre, c'est vraiment une collaboration globale. La communication, la création, au contraire de la passivité, donc de pouvoir créer, de pouvoir avancer, de pouvoir imaginer, de pouvoir se développer sans avoir un jugement par rapport aux autres. Donc chacun est libre de créer. Et évidemment, d'avoir une pensée critique sur ce qu'on fait. Donc, on a le droit de réfléchir, on a le droit de poser une réflexion sur ce qui est en train de se faire. Donc, il faut absolument que ces bibliothèques scolaires-là puissent véhiculer les 4 C. On retrouve évidemment des Fab Labs, donc un petit peu plus de mathématiques, de création robotique, etc. Et puis, on va toucher également les compétences informationnelles qui sont vraiment un sujet important avec les fake news, avec l'information qu'il faut aller chercher alors qu'on ne sait pas laquelle ni comment, etc. Donc, c'est un sujet qui est vaste, un sujet qu'on peut travailler bien longtemps et qui peut être perçu de différentes façons en fonction de ce qu'on fait dans notre quotidien. Les lignes directrices, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un pan plus creux que le manifeste. En fait, ça vient alimenter notre façon d'amener la théorie vers la pratique. Les lignes directrices étaient initialement faites en 2002. Elles ont été révisées en 2015 par Barbara Schultz-Jones et Diane Oberg. Donc, une collaboration, encore une fois, entre l'IFLA et l'Association internationale des bibliothèques scolaires. Cette mise à jour-là a été faite en 2015 et on est à l'heure actuelle à 14 langues. Donc, ça veut dire que ça a été traduit en 14 langues, mais on a des traducteurs qui travaillent présentement sur d'autres langues. Donc, on risque d'arriver dans les 20 langues dans quelques mois. Qu'est-ce que contient ces lignes directrices-là? Je tiens vraiment à préciser que tous les documents que je vous montre aujourd'hui ou dont je vous parle sont accessibles sur l'IFLA. Les lignes directrices sont traduites en arabe, sont disponibles aussi en français, en anglais et plusieurs autres langues. Donc, je vous invite à aller les chercher. Vous pouvez les télécharger en PDF, en EPUB, comme vous voulez. Donc, il y a 6 chapitres importants à travers ça. Il y a la mission et la vision des bibliothèques scolaires, évidemment. Il y a le cadre de référence financier et juridique, et je mets un point d'honneur sur cette partie-là qui est très, très, très importante, notamment au niveau législatif. On disait tout à l'heure le droit à la lecture, on voulait mettre ça dans la loi. Je pense qu'il faut aussi mettre les bibliothèques scolaires dans la loi, mais encore plus loin, il faut mettre les bibliothécaires scolaires dans la loi pour que nos lieux ne soient pas seulement un entrepôt de livres, mais des gens qui sont capables d'animer, que ce soit pour la création, pour la lecture, pour le ludique. Donc, c'est important de les avoir, ces lois-là. Donc, si vous avez la chance de le faire et d'inclure les bibliothécaires scolaires dans la loi, c'est vraiment quelque chose de riche. Selon la littérature, très peu de législation font mention de cet aspect-là. On fait souvent mention de bibliothèque scolaire, mais souvent c'est un garde-robe ou
une tablette dans une école, donc on n'est encore pas nécessairement certain de la validité ou de la valeur de ces lois-là. Au niveau financier, évidemment, pour pouvoir avoir un budget de base, comment aller chercher certains leviers financiers. Les ressources humaines, comme je vous le disais, c'est très, très, très important en fonction de où est-ce qu'on est dans le monde. La réalité est différente. Dans mon pays, au Canada, au Québec, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a des bibliothécaires scolaires dans un district scolaire, donc qui s'occupent de plusieurs bibliothèques. Moi, en Ontario, j'avais 52 bibliothèques, mais j'étais la seule bibliothécaire. Donc, ça fait beaucoup de travail pour une seule personne. J'avais une équipe de 25 personnes, mais c'était des techniciens et des bénévoles dans certains cas. Donc, la réalité est différente d'un pays à l'autre. Il faut savoir la maximiser et l'utiliser au mieux pour pouvoir faire en sorte que les bibliothèques soient vivantes. Évidemment, les ressources papier et numériques et non pas de la pizza. Quoique ça peut aller avec. Donc, s'il y a possibilité d'avoir un bon fonds documentaire et continuellement actualisé. Une des problématiques qu'on a au Canada, c'est que les enseignants vont acheter des livres, ils les gardent dans leur classe, et ces livres-là vieillissent mais ne sont pas actualisés. Tandis que la bibliothèque scolaire peut fournir de façon régulière des livres à ces enseignants-là. Programmes et activités, parce qu'on le dit, les enfants doivent pouvoir avoir accès au ludique. Donc, il ne s'agit pas nécessairement de toujours apprendre, mais on peut apprendre par le jeu. Donc, on peut faire les choses autrement, l'heure du compte et différentes activités. Il y a des banques, notamment à l'Association des bibliothèques scolaires internationales, où est-ce qu'on collige ces activités-là pour avoir les meilleures pratiques. Mais tous les collègues peuvent vous faire part de leurs activités, de leur quotidien pour pouvoir améliorer vos pratiques. Et finalement, l'évaluation et les relations publiques, ça dans le fond, on travaille très peu parce qu'on pense qu'on n'est pas bon. Donc, on a de la difficulté à aller chercher des indicateurs de performance pour pouvoir se mettre en valeur. Parce qu'on a le droit de dire qu'on est bon, on travaille bien, on fait bien les choses. On a le droit parce que c'est vrai. Donc, l'évaluation doit compter des indicateurs de performance, mais aussi la possibilité d'aller chercher les impacts qu'on a chez l'élève. C'est très important. Et puis, les relations publiques, faire savoir à chaque jour ce qu'on fait, qu'est-ce que ça le fait chez l'élève, qu'est-ce qu'on a fait avec l'élève, quelles sont les répercussions. Non pas ce qu'on a à offrir, parce que ça, les gens le savent, mais qu'est-ce que ça rapporte d'avoir une bibliothèque scolaire. Donc, c'est très important. Sur le site de l'IFLA, encore une fois, vous pouvez avoir accès au matériel d'accompagnement pour pouvoir faire ces activités-là. Et si jamais vous venez à Athènes cet été, le 23, on va pratiquer tout ce qui est dans ces 6 chapitres-là. Étant donné que j'avais pas assez de 2 chapeaux, j'en ai d'autres ici, je m'en suis gardée de côté. Donc, je travaille aussi pour l'Association canadienne des bibliothèques scolaires. Je m'occupe du coin international. Ce que ça veut dire, c'est que je mets en valeur les bibliothèques scolaires du monde entier. Et je suis à la recherche d'articles. Donc, si jamais vous avez fait des choses que vous voulez partager avec le monde, que vous voulez voir traduire en anglais, on va pouvoir mettre ça en ligne. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je vous laisse mes coordonnées dans quelques instants. Je suis aussi coordonnatrice à l'APSDS, donc l'Association pour la promotion des services documentaires scolaires. Ce que ça veut dire, c'est l'Association des bibliothécaires scolaires du Québec. Là aussi, je cherche des articles pour pouvoir alimenter le site web, etc. C'est en français, évidemment, vu que c'est au Québec. Et en septembre, j'entame mon doctorat sur les compétences informationnelles, donc il se pourrait que je revienne dans votre beau pays. Donc voilà, merci beaucoup. Shukran. Premier Champétali, qui, malgré ses nombreuses contraintes, a tenu à être parmi nous. Il nous soutient depuis le début. C'est l'un de nos principaux sponsors pour ce premier colloque. Partenaire.
Merci. Partenaire. Donc, M. Champitali, le bâtonnier et président de la Ligue de l'Instance nationale de lutte contre la corruption et aussi président de la Ligue tunisienne pour la citoyenneté, dont les publications sont dans le hall. Il est avec nous depuis le début, il nous soutient et je lui passe tout de suite la parole en le remerciant. Merci. Bien sûr, tout d'abord, je m'excuse pour cette arrivée tardive parce que j'avais effectivement un autre engagement avec le ministère de la Défense, donc avec les officiers du ministère de la Défense avec qui on est lié par une convention de partenariat. Donc, effectivement, je suis là avec une double casquette. Je suis le président de l'Instance nationale de lutte contre la corruption. Je suis en même temps le président de la Ligue tunisienne pour la citoyenneté. Et les deux institutions sont au cœur de ce sujet, c'est-à-dire les bibliothèques scolaires et l'implication de l'enfance, l'implication de l'éducation dans cette thématique de la citoyenneté, cette thématique et cette confrontation contre la corruption et pour la bonne gouvernance. C'est ce qui explique que maintenant, en partenariat avec l'Institut arabe des droits de l'homme, avec d'autres aussi organisations de la société civile, on a implanté ce qu'on appelle les clubs de la citoyenneté, qui sont des clubs dans les institutions scolaires, que ce soit dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées, et dédiés à cette thématique et à la citoyenneté. Et parmi les objectifs de ces clubs de la citoyenneté, entre autres, c'est de créer dans ces clubs, d'implanter des bibliothèques scolaires. Parce que malheureusement, dans la majorité écrasante de nos institutions scolaires, ces bibliothèques scolaires n'existent plus de nos jours. Donc ça fait partie de l'un des signes, malheureusement, certains diront la décadence. Moi, je ne suis pas aussi alarmiste de notre éducation nationale. C'est l'un des signes de ce regain ou de cette décadence de notre système scolaire. Donc on essaie d'implanter les bibliothèques scolaires, le livre, avec bien sûr, ça dépend aussi des cas, même des ordinateurs pour permettre aux enfants donc, de lire le livre et en même temps voilà, de les lier avec l'Internet et avec les bibliothèques numériques. Là, on dispose d'environ 49 clubs de citoyenneté répartis dans presque toute la République. Également, en ce qui concerne l'instance, nous sommes liés par des accords de partenariat avec le ministère de l'Éducation, avec le ministère de la Femme et de l'Enfance et avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et donc, une constance dans tout ça, c'est toujours le livre, c'est toujours encourager les enfants, les jeunes, les adolescents à lire, à relire et essayer de réimplanter dans leurs habitudes et dans leur comportement de lire et de feuilleter un livre parce que malheureusement, donc il faut l'avouer, c'est une génération qui a un rapport beaucoup moins beaucoup moins de relations avec le livre de nos jours. D'ailleurs, hier, j'ai lu et j'ai même partagé, parce que nous, on partage, en Tunisie, on est 7 millions de Facebookistes, donc j'ai partagé un article assez important qui parle et qui analyse les méfaits de la lecture électronique, notamment sur les réseaux sociaux, qui est une lecture assez généralement rapide, superficielle, diagonale, etc. Et ça n'encourage pas, bien sûr, la connaissance. Donc, merci pour nous avoir invités à être partenaires, et nous le serons toujours.
Et je souhaite également la bienvenue à nos honorables invités, parce qu'il s'agit d'un colloque international. J'ai reconnu l'accent canadien de madame, donc j'ai visité plusieurs fois le Canada et j'apprécie l'intention qu'ont les Canadiens à l'enfance, et j'ai beaucoup d'amis tunisiens qui vivent là-bas et je les accompagne parfois dans les crèches, dans les écoles, etc. Et je constate l'intérêt que porte le Canada pour les enfants. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'un des critères qui ont classé le Canada parmi les pays où il fait le mieux vivre. C'est également, bon, hormis l'hiver, hein, le moins 20, le moins 30, etc., ça, c'est pas un problème. Donc, également pour les pays scandinaves, et ce sont des pays où justement ils sont les mieux placés concernant la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance, et en même temps les pays où les enfants vivent le mieux. Donc ce sont des critères réels du développement humain. Voilà. Merci. Directeur de la formation à Bordeaux, École supérieure de professorat, co-responsable de la réforme des cursus de licence à l'Université de Bordeaux, vice-président du CAPES externe de documentation depuis 2016, parce qu'en France il y a un CAPES de documentation depuis plusieurs années. Monsieur Liquette dirige une équipe de recherche de laboratoire au CNRS, membre du comité d'édition des revues Hermès et Attic, dirige aussi 2 collections chez ISTE Éditions et directeur de plusieurs thèses de doctorat sur la documentation scolaire, et a beaucoup de collègues tunisiens qui ont été dirigés par vous, si je me souviens bien. Hein? Voilà. Donc nous avons aussi le plaisir et l'honneur d'avoir M. Liquette parmi nous, et sa communication porte sur la culture numérique et documentaire, de la culture numérique et documentaire à la culture de l'information, rôle et place de la documentation scolaire française. La première chose, vraiment très chaleureusement, je souhaitais remercier les organisateurs, vous, madame, bien entendu, et votre équipe, de nous faire cet honneur que d'avoir accepté notre proposition de communication. Et je parle au pluriel, puisque vous aurez, si j'ose dire, un second acte demain matin, donc avec l'intervention de ma collègue Anne Lémence, qui se présentera et qui détaillera son propos demain. La deuxième chose, c'est que je souhaitais dire juste en 2 secondes pourquoi Anne Lémence et moi avons choisi donc de soumettre une proposition de communication à ce premier colloque international organisé donc par vous, collègues tunisiens. J'ai souvenir d'avoir dit à l'équipe Rudy que vous avez citée et que j'ai le plaisir de diriger que c'était une belle opportunité d'échanger avec des collègues qui tentent, et c'est un challenge toujours, de mettre en œuvre donc un colloque international autour des questions de bibliothèque scolaire. Et pour moi, bibliothèque scolaire, ce qui prime, c'est la question de l'apprentissage autour de l'information, et finalement ce que l'on vise, ce que vise une société, ce que vise un système éducatif à travers l'information et le document, et ça sera un petit peu mon propos. C'était aussi un bel événement en ce qui me concerne, puisque comme vous le disiez, j'ai le plaisir depuis 3 ans d'être vice-président du CAPES de documentation, qui recrute donc les enseignants documentalistes du système éducatif public et privé, donc concours national, faisant qu'ensuite, chaque année, nous avons de nouveaux enseignants documentalistes qui seront donc professeurs documentalistes en collège, lycée professionnel. Et cette année, l'année 2019, est importante pour nous puisque nous fêtons les 30 ans de l'existence de ce concours. Alors ce n'est pas du tout avec l'intention de dire cela fait déjà 30 ans que nous aurions me supposé avance, mais mon postulat de ce matin va être inversé, c'est de se retourner sur ce chemin de 30 ans et de se dire finalement, est-ce que nous avons pris les bons chemins? Et parfois, est-ce que les chemins que nous avons pris ne sont pas des formes d'impasse autour de la question du rapport des savoirs et des apprentissages autour de l'information?
Et puis ensuite, donc, je me permettrai au regard de votre intitulé, puisque vous êtes très ambitieux à travers cette manifestation, que de poser la question des enjeux du XXIe siècle. Je me permettrai, si je gère convenablement le temps, de revenir sur cette question, donc des perspectives qui semblent se dessiner, pas seulement en France, mais j'essaie d'avoir une lecture un peu plus européenne, voire internationale, de ces questions-là. Alors, le plan de mon intervention, vous le voyez, reposera autour de 5 points. J'essaierai de, très brièvement, de rappeler à travers ces 30 ans, donc effectivement, les éléments clés que nous avons retenus dans notre système éducatif pour former à et par l'information. J'essaierai ensuite de montrer finalement les quelques années passées autour des approches didactiques des compétences informationnelles. Et là, je regarde notre collègue Joanne qui a indiqué, et nous en avons déjà parlé, de ces approches didactiques qui ont une force, c'est celle de créer des apprentissages, d'avoir assis la profession de professeur documentaliste, mais qui, selon moi, ça n'engage que moi en tant que scientifique, ont aussi finalement réduit la complexité du rapport à l'information et aux documents. Puis ensuite, dans un troisième temps, j'essaierai de montrer de nouvelles perspectives, et là, ça sera finalement le point de passage avec la communication d'Anne Lémence de demain, autour notamment du glissement que nous constatons de plus en plus entre le rapport information-document, mais aussi information-données-documents. Et puis ensuite, donc, mon propos, le point 4 et 5, sera d'essayer de voir donc quelques perspectives, et j'essaierai aussi de plaider pour une approche multiple et complexe de ce qu'est l'information, à travers lequel il y a bien entendu la lecture et le document. En guise d'introduction, je serais tenté de dire que le système éducatif français, encore une fois, a eu tendance à réagir un petit peu autour d'une priorité, autour d'une citoyenneté informationnelle, à partir des événements cruels, notamment que nous avons vécu, vous vous rappelez, en 2015, notamment avec les assassinats sauvages qui se sont déroulés, donc, notamment chez Charlie Hebdo, dans le journal Charlie Hebdo, et puis aussi au sein de la société civile, notamment française et parisienne. Alors, tout simplement parce que le constat que nous avons fait, les divers acteurs du système éducatif français, que ce soit les enseignants, les professeurs documentalistes, mais aussi les cadres qui dirigent ce ministère, c'était que finalement, peut-être qu'on avait raté une grande étape qui consistait à faire qu'à travers les formations, à travers le document, l'information, on avait peut-être oublié une partie de l'essentiel. C'est ce qui nous permet d'être finalement des citoyens, des hommes, des femmes, militants de la liberté, du respect de chacun, et peut-être aussi, au bout du compte, une sorte de génération sacrifiée qui trouvait d'une manière ou d'une autre, à travers les réseaux sociaux numériques, les échanges qui pouvaient se dérouler autour de 2015 de ces événements, une forme finalement d'inhumanité et de barbarisme. Et la réaction que nous avons eue au niveau du système éducatif français a été de dire très vite, revoyons finalement au plus vite les dispositifs de rapport à l'information, aux médias de masse, etc. Il devient peut-être urgent de réfléchir le rapport que nous avons à l'information. La deuxième impasse, je mis sur le support, même si le terme est fort, vous m'accorderez qu'en 20-25 minutes, l'idée est de faire passer des idées forces finalement, et de ne pas peut-être affiner au regard de quelques données scientifiques plus précises. Mais c'est l'impasse de la technique, et l'impasse, je mis réticulaire, c'est-à-dire ce postulat qui ferait que systématiquement, en étant en réseau, en travaillant avec les autres, nous deviendrions individuellement plus performants et meilleurs. Ce que l'on constate aussi, c'est que la documentation scolaire française s'est énormément enfermée pendant une époque sur la performance homme-machine, si j'ose dire, c'est-à-dire la performance, la maîtrise de l'information, la maîtrise des catalogues de recherche de l'information, la capacité que nous aurions à rechercher de manière très performante l'information. Le constat que l'on fait, en tout cas beaucoup de recherches que nous menons les uns les autres, montre que finalement, c'est un palier, c'est un stade indispensable que celle de former à la technique, mais à condition d'être capable de dépasser le stade de la technique pour être capable d'expertiser, de croiser les sources. Et troisième étape, encore plus complexe, d'intégrer les résultats de sa recherche d'information
dans une construction de savoir au regard aussi des intentions de toutes les autres disciplines. Ce qu'on a constaté, le troisième point, c'est une forme de paradoxe, c'est que plus nous avancions autour des questions d'apprentissage et d'information, plus les disciplines progressivement intégraient les questions de documentation et de rapport à l'information, y compris dans les programmes scolaires, et plus nous tendions vers ceci, plus la documentation scolaire avait tendance un petit peu à se diluer. C'est-à-dire que le documentaliste redevenait finalement plutôt un ingénieur de la documentation, quelqu'un qui serait en mesure de fournir la bonne ressource, le bon dispositif, la bonne situation, créée de toutes pièces avec des documents, des ressources, au détriment, encore une fois, peut-être d'une analyse croisée de ce que constitue l'information. Et puis ensuite, actuellement, les années 2017, 2018, 2019 nous montrent que, en tout cas la lecture que nous en faisons là, à l'issue de ces 30 années, c'est que nous avons des approches maintenant qui deviennent de plus en plus fragmentées. Alors il y a un postulat qui est intéressant, c'est que plus les approches sont diversifiées, meilleure serait finalement la relation à l'apprentissage, puisque nous proposerions une sorte de palette de couleurs, où chaque professeur documentaliste, en fonction de sa sensibilité, de l'établissement dans lequel il est, des dotations aussi qu'il a financièrement au niveau des politiques documentaires, serait en mesure finalement d'apporter une coloration, une sensibilité qui est liée à l'effet de l'environnement, de la situation scolaire, l'établissement scolaire dans lequel on se trouve. Et tout mon propos est d'alerter sur le fait que peut-on encore, parfois, parler encore d'éducation nationale lorsque, finalement, on laisse la latitude à chaque établissement de se débrouiller, de faire au prorata de ses envies, de ses priorités, etc. Et donc, vous voyez, la situation, finalement, elle est, me semble-t-il, relativement complexe. Alors, pour cette partie 1, je vais vous rappeler quelques principes de base, je pense que vous connaissez pour croiser les lectures, les acteurs, etc., mais sur lequel il me semblait être important de mettre l'accent. J'en ai dénombré donc 6 sur lesquels je vais revenir. Le premier point qui me semble être important, et j'ai cru deviner à travers l'appel à la communication que vous avez proposé et ce que j'ai entendu déjà ce matin, le premier point, c'est celui d'avoir créé un concours national, comme je le disais, donc avant même de recruter. Alors, c'est un postulat, il a le mérite d'exister. En 89, notamment, 1989, a été de dire, finalement, il y a des professeurs de mathématiques, puisqu'il y a des cursus à l'université de mathématiques, et on fait le choix de devenir un passeur, un médiateur, en passant un concours de mathématiques. On le fait en langue vivante, en espagnol, en anglais. On le fait dans le domaine des humanités, des lettres, les arts. Et pourquoi ne le ferions-nous pas autour de l'information, documentation? Alors ça a été compliqué puisque ce concours, clairement, il nous a fallu non pas 30 ans, mais 25 ans pour arriver à l'asseoir. C'est-à-dire jusqu'à ces dernières années, par exemple, le concours était plus un concours en sciences de l'éducation qu'un concours autour de l'information, documentation. Clairement, nous avons mis 25 ans pour faire que ce concours devienne un concours en information, documentation, où on attend les candidats, notamment, qu'ils sachent, ce que j'ai vu, notamment dans les résolutions de l'IFLA, sachent communiquer, penser une politique documentaire, et puis s'appuie aussi sur des épistémologies et des théories autour de l'information-communication. Cette année, par exemple, le concours a proposé aux 1200 candidats que nous avons eus une épreuve, notamment d'épistémologie sur l'information, qui portait sur la question de la communication. Plus exactement, en quoi un enseignant documentaliste est aussi un spécialiste de communication dans un établissement scolaire. Voilà, je ne peux rien dire des résultats qui sont en train de se dessiner, mais ce que l'on constate massivement, c'est que finalement, assez peu de jeunes futurs professeurs documentalistes s'interrogent sur les questions de communication, qui sont pourtant des questions centrales. Comme vous l'avez dit, madame, je travaille à la revue Hermès, et pour nous, fondamentalement, l'information documentation est un acte de communication à l'autre. Et le but, c'est de faire que, justement, l'autre se sente tenu en situation de communication avec l'autre. Le deuxième point, donc, c'est que, vous le voyez, l'enseignant documentaliste est devenu un enseignant disciplinaire comme un autre. Il y a un concours, il y a des grilles judiciaires, il y a des progressions de carrière, il y a des politiques de formation continue aussi qui reposent sur ce cheminement-là. C'est un travail de longue haleine pour faire qu'il y ait une politique nationale de recrutement.
Mais vous m'accorderez, les représentants ministériels, quel que soit le pays, doivent l'entendre d'une manière ou d'une autre, me semble-t-il. Être un bibliothécaire scolaire, c'est un statut comme un autre. Et donc ça nécessite effectivement des vraies politiques d'État, faisant que progressivement, vous le voyez, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, progressivement, on structure. Et non pas pour être caricatural, le fait que lorsqu'on est en rupture didactique, lorsqu'on a du mal à gérer la classe, lorsqu'on est parfois en souffrance soi-même, on pourrait devenir un bon bibliothécaire scolaire à l'écart de la classe. Beaucoup de systèmes éducatifs l'ont fait, là aussi c'est une impasse, et ceci se structure et bien entendu se budgétise. Ce qui est important aussi, vous le voyez, et ça a déjà été dit par des collègues, il me semble, le fait qu'on ne peut pas penser la documentation scolaire sans penser le rapport et le couplage entre une fonction humaine, qui est le métier, bibliothécaire scolaire, professeur documentaliste, on l'appelle comme on veut, mais en fait on est bien d'accord, il s'agit à la fois de quelqu'un qui est à l'interface entre la gestion de l'information et la mise en œuvre de situations d'apprentissage, ou de lecture, et puis bien entendu un espace dédié, pour nous, donc c'est pas une bibliothèque scolaire, c'est un centre de documentation et d'information. On a plusieurs tentations aussi de rebaptiser cet espace au bout de 30 ans. Ce qui compte finalement, c'est de faire une pédagogie innovante qui s'appuie à la fois sur la littérature de jeunesse, des fonds documentaires et puis des systèmes d'information élaborés, que sont des plateformes dont j'ai entendu parler, des catalogues documentaires, etc. Encore une fois, il ne s'agit pas de jeter les espaces et les techniques, mais bien d'associer ceci autour de scénarios pédagogiques. Un autre point qui me semble être très important et sur lequel nous-mêmes nous gérons nos propres paradoxes, puisque nos diverses réformes tendent à faire disparaître ceci. Quatrième point qui était pourtant crucial, c'est le fait, vous le voyez, qu'il ne peut pas y avoir une pédagogie qui soit basée sur des situations de recherche d'information sans qu'il y ait finalement un vrai dispositif d'enseignement où on va demander aux élèves de produire, de réaliser, et notamment de tenter de faire que lorsqu'on forme à l'information de documentation, il faut que ce ne soit pas hors sol, si j'ose dire, mais dans une vraie situation d'apprentissage qui correspond à la progression pédagogique qu'ont déterminé les enseignants de disciplines que je citais, les mathématiciens, les philosophes, les professeurs de langue, etc. Si je dois être, et j'ai fait ce choix-là, de mettre en alerte sur des éléments un peu de critique située à l'issue de ces 30 ans, c'est le fait que souvent nous proposons des situations de recherche ou d'expertise d'information très intéressantes, mais le réinvestissement sur le coût cognitif et psychologique cognitif d'apprentissage est très faible, parce que pour le dire simplement, l'élève a suivi peut-être 2 ou 3 bonnes séances, très agréables, très dynamiques, mais ensuite, réinvestit-il ceci dans d'autres situations d'apprentissage, c'est pas gagné du tout. C'est ce qui nous vaut depuis des années, par exemple, d'avoir des collègues qui nous disent à l'entrée des collégiens qui passent au lycée, les professeurs documentalistes de lycée, je ne sais pas ce qu'ils ont fait au collège, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont rien appris en matière de recherche d'information. Ensuite, moi je m'occupe, comme je vous disais, des nouveaux cursus de licence à l'Université de Bordeaux. La direction de la documentation nous dit à peu près la même chose. On se demande ce qu'ils ont fait au collège et au lycée. Quand ils arrivent en situation de rechercher l'information à l'université, il faut repartir de zéro. On a l'impression finalement qu'on n'a pas fait grand-chose avant, etc., etc. Et donc ça montre quoi finalement, ça c'est une de nos hypothèses, c'est le fait qu'on pourra toujours passer beaucoup de temps à former à l'information. Si cette recherche d'information elle se fait sans réalité de la pratique pédagogique du quotidien, eh bien finalement c'est un exercice à blanc, si j'ose dire. La force aussi peut-être de notre système a été de s'appuyer sur des réseaux. Vous avez beaucoup utilisé le terme de réseau et c'est vrai que vous le voyez à travers ces exemples-là, ce sont des réseaux qui vont largement au-delà de la documentation. Les réseaux de formation continue, le réseau Canopé qui fournit de la documentation pédagogique, mais aussi les directions régionales à l'action culturelle, les DRAC, etc., qui sont aussi des structures qui investissent en termes de documents, en termes de propositions d'expos, etc., pour permettre donc de renforcer ceci. Alors, deuxième partie de mon intervention, donc, ce sont les approches didactiques et les compétences informationnelles. Alors, je le dis clairement, mais ceci est très engagé, l'air de rien, ces approches-là, selon moi, ont été assez dévastatrices. C'est-à-dire que le postulat a été souvent double, c'est celui de laisser entendre que nous allions pouvoir maîtriser l'information,
ce sont des termes que nous avons utilisés dans mon programme. J'ai l'habitude de rappeler à mes étudiants que ça me fait actuellement, je crois que 25 ans que je suis dans l'enseignement supérieur autour des problématiques d'information et de communication. J'ai de moins en moins d'explications et de certitudes, mais j'en ai une, c'est qu'on n'arrive pas à maîtriser l'information. Dans le meilleur des cas, on arrive à peu près à définir et à mesurer un petit peu les logiques éditoriales, économiques, politiques qui se cachent à travers l'information, mais de là à assurer qu'on maîtrise l'information, je vous mets au défi que vous puissiez ou que nous puissions maîtriser à 100% les outils qui sont mis à notre disposition, et plus que la maîtrise opératoire, les maîtrises d'analyse de ce qui se passe à travers les contenus et les dispositifs que l'on nous met à disposition. Et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que le dosage est délicat entre la maîtrise opératoire de l'outil qui est nécessaire, mais la maîtrise compréhensive des outils qui sont des outils qui ne sont pas neutres, où il y a des codes sémiotiques qui sont extrêmement compliqués à décrypter. Et là, me semble-t-il, il y a véritablement à former les élèves à ceci. Un autre point qui est important, c'est que nous avons eu, autour quand même de cette génération didactique, des collègues, à travers les associations, l'ADBEN, la CADBEN, etc., extrêmement militants, et qui ont proposé tout un ensemble de ressources. À l'occasion du texte final, je proposerai des liens, bien entendu, en note de bas de page, etc., où il y a eu de multiples productions, de wikidocumentaires, de dictionnaires, par exemple, autour des contenus clés pour mieux connaître et comprendre l'information, qui ont eu une vertu, c'est celle de tenter de faire que les élèves parlent à peu près la même langue que les enseignants. Par exemple, c'est quoi une source en documentation? C'est quoi finalement, et quelle est la fonction dans les savoirs de l'indexation? En quoi les signalétiques ont un impact sur notre manière de rechercher l'information et de la comprendre. Donc ces collègues, à travers leurs associations, ont énormément produit de ressources qui ont eu cet avantage de délimiter le champ. Mais par contre, vous le voyez en dessous, il y a eu un contre-effet qu'on n'avait pas vu venir les uns les autres. C'est celui, bien entendu, d'avoir eu cette tentation d'hyper-disciplinariser l'information-documentation, au point de demander, après le CAPES de documentation, une agrégation de documentation. Le fait que les enseignants documentalistes ont revendiqué d'avoir les mêmes grilles indiciaires et surtout les mêmes grilles d'inspection et d'évaluation pour faire la preuve, vous voyez venir, que le professeur documentaliste était pareil, à l'identique qu'un professeur de mathématiques, un philosophe, etc. Or, j'ose l'écrire sur le dernier point, nous pouvons revendiquer le fait d'appartenir à un même système avec les mêmes objectifs d'apprentissage, mais en arrivant vers des savoirs de référence d'une manière différente. Il faut, me semble-t-il, ne pas avoir peur des chemins de traverse, qui sont des chemins qui nous amènent à la même finalité, mais en passant par d'autres voies que la seule lecture disciplinaire. Ai-je mis en dessous, vous le voyez, la documentation, avec une taquinerie autour de Dominique Volton et de son ouvrage sur l'indiscipline, mais effectivement la documentation doit devenir une forme d'indiscipline scolaire. Indiscipline au sens oser échanger avec les élèves, débattre, argumenter, attaquer les questions socialement dites, les questions scientifiquement dites, se confronter aux controverses politiques, économiques, etc., qui font que, vous me l'accorderez, à l'heure où on s'interroge tous sur les phénomènes de fake news, par exemple, d'infox ou de désinformation, nous formions dans la durée des élèves avec un vrai esprit citoyen, critique, à qui, entre guillemets, à terme, on ne va pas leur refourguer des logiques ou des discours non tenables. Et petit à petit, on voit donc de nouvelles tendances qui se dessinent, c'est la partie 3, c'est-à-dire le fait que petit à petit, on se rend compte, et là je vais aller très vite sur ce point-là, puisque nous avons construit notre communication à deux avec Anne demain, Anne Lémence demain, mais le fait que finalement, on est en train de constater, les chercheurs, les formateurs des écoles supérieures de professorat, la documentation, etc., qu'on est allé peut-être très vite en besogne autour de l'essor technique,
Et finalement, ce qui nous aide à comprendre la technique, etc., ce sont les éléments structurants de la pensée, les éléments fondamentaux qui nous permettent de comprendre ce qu'est une information, ce qu'est une donnée, un savoir de référence. Et ce que l'on constate par exemple actuellement, autour des phénomènes d'open data, etc., c'est que pour comprendre les phénomènes, par exemple actuellement de l'open data par rapport aux municipalités ou pouvoirs politiques qui mettent à disposition des jeux de données aux citoyens, bien finalement, pour définir ces jeux de données, etc., on est obligé de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire c'est quoi l'éditorialisation, c'est quoi une source, encore une fois, où est l'auteur, quel est l'auteur, qui se cache derrière un auteur supposé, le nom d'un site ou d'une association. Donc vous voyez finalement, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que plus on court après les couches techniques et après les dispositifs techniques que l'on met à disposition, plus on est obligé nous-mêmes de ramener les élèves à la compréhension de ce qu'est une information, ces logiques d'éditorialisation et de construction. Et puis, on est en train de se rendre compte aussi, et ça c'est peut-être pas sur mon support, mais je vais en dire deux mots, c'est que vous faisiez référence, madame, à quelques thèses que j'accompagne et que je dirige. Et le constat que je fais à travers les derniers travaux, c'est que lorsqu'on demande tout simplement à des élèves de collège, de classe de 6e, 5e, de nous expliquer ce qu'est pour eux la documentation scolaire, ce qu'est pour eux l'espace documentaire, centre de documentation et d'information, et on leur demande à travers des entretiens, mais aussi on leur demande à travers des gestes artistiques qui consistent à dessiner l'espace documentaire ou à prendre en photo les meilleures scènes de vie dans l'espace documentaire. Ce ne sont pas les catalogues informatiques qui sont pris en photo, ce ne sont pas les ordinateurs, les tablettes ou les smartphones, ce sont les espaces de lecture loisirs, ce sont les poufs, ce sont les banquettes, c'est la photo du professeur documentaliste en train de me lire un ouvrage, c'est la petite table en recoin, vous savez, où je discute avec mon camarade pour préparer un exposé. Ce sont des indicateurs de matérialité qui montrent que finalement, l'essor des documents, et notamment des bibliothèques scolaires numériques dont j'ai entendu parler ce matin, c'est important pour opérationnaliser, mais ça ne constitue peut-être pas autant que ça une finalité dans le rapport au savoir et le rapport à l'autre. Et donc vous voyez que le dosage, et je plaide finalement pour une position extrêmement raisonnable et de préférence raisonnée. Alors, ce qui me semble être fondamental pour finir mon propos, c'est effectivement cette question de la qualification de l'information. Et je vais me risquer à faire un pari. Le premier pari, selon moi, c'est que vraisemblablement, les systèmes éducatifs qui ont le plus vite et le plus tôt mis en place les bibliothèques scolaires, on citait le Canada, le Québec, la Scandinavie, bien entendu, que l'on cite souvent. Je pense aussi, on cite rarement ce pays, la Roumanie, qui est le seul pays d'Europe avec la France à avoir mis en place un équivalent de CAPES de documentation. J'y étais encore au mois de décembre pour une thèse, et la collègue qui a présenté sa thèse, une étude justement de l'évolution du système éducatif roumain à travers la documentation scolaire, montre qu'effectivement, plus on avance dans les apprentissages et plus on a tendance, vous voyez le système de l'élastique, à revenir encore une fois à des éléments fondateurs de ce qu'est la documentation, comme je le disais, à travers les définitions, la compréhension, etc. Un autre élément qui me semble être important, et on le voit, c'est en train de littéralement flamber, à la fois dans les sollicitations que nous avons en tant que chercheurs, en tant que communicants, en tant qu'auteurs aussi dans des revues, c'est de revenir à ce fameux phénomène de régime de la post-vérité, puisque ce que l'on est en train de se rendre compte de plus en plus maintenant, c'est que finalement, l'opinion personnelle ou l'opinion collective est en train de primer sur le contenu d'une information. On est d'accord, phénomène de post-vérité, de post-factualité, mais actuellement on est en train de vivre progressivement un vrai challenge. On parlait de priorité dans des petites priorités, c'est de faire qu'un citoyen donc éduqué à l'information puisse être en posture constante de résistance au regard des contre-informations, des désinformations qui sont en circulation via les réseaux sociaux numériques. Alors, ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, mais ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que finalement, à travers la tentative que nous faisons progressivement, à travers nos offres de formation,
d'éduquer les jeunes, pour nous ce sont plutôt les étudiants ou les jeunes élèves, suffisamment tôt à ces phénomènes de contre-information, font que concrètement on est obligé de revenir sur la qualification originelle de l'information. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'il y a une charte du journaliste? À partir de quand un journaliste dérape avec des intentions de nuire ou faute de temps, tout simplement, ou d'absence de vérification des sources? Qu'est-ce qui fait que l'on a en place maintenant des groupes volontairement dynamiques sur les réseaux sociaux numériques pour contrecarrer une information à un événement, pour laisser croire à certaines formes de vérité ou d'explication du monde? Et tous ces phénomènes de déconstruction donc font que progressivement, effectivement, eh bien, quand on est un petit peu désarçonné, on se retourne vers l'autre, et souvent on se retourne vers l'enseignant documentaliste en lui disant, ben voilà, tu as une tradition autour du document, autour de l'information, et donc peut-être que tu pourrais, entre guillemets, construire des activités autour de la capacité à décrire l'information. Et c'est moi ce sur quoi je plaide, c'est véritablement le fait que l'information, si on veut commencer à l'analyser, certes ça doit commencer par les enseignants documentalistes, les bibliothécaires scolaires, mais également je pense que c'est une entreprise collective qui concerne toutes les disciplines, le professeur d'économie à sa place, le philosophe à sa place, le professeur de langue vivante à sa place, bien entendu les scientifiques, autour des contre-vérités scientifiques, etc. Chacun à sa place. Donc je plaiderai plutôt pour ce que fait actuellement le ministère de l'Éducation nationale, à savoir l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information. Vous voyez, à travers l'EMI, on est en train progressivement de se centrer plus sur l'information que le seul document. Pour finir, 2 ou 3 remarques. Ce que l'on voit se dessiner progressivement, c'est le fait que, je vais accélérer un peu, mais en ce qui concerne l'évolution du métier de professeur documentaliste, clairement, je ne vois pas comment on peut s'en sortir dans n'importe quel système éducatif, dont le vôtre, parce que vous avez une vraie force, c'est celle d'avoir effectivement un Institut national de la documentation. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir si on ne recrute pas d'une manière ou d'une autre des professeurs documentalistes, des bibliothécaires scolaires, enfin vous les appelez comme vous voulez, mais en tout cas des spécialistes de l'information et du document. C'est-à-dire, je ne vois pas comment un système éducatif peut s'en sortir sans passer par des spécialistes qui passent par les sciences de l'information et de la communication, ou les sciences de l'information et de la documentation. Ensuite, ce sont des modes de définition qui sont variés, mais en tout cas, c'est un point de passage obligé. Un autre point qui me semble être fondamental, c'est le fait que tous les programmes éducatifs doivent faire de l'information et du document une priorité. À un moment ou à un autre, un système éducatif qui veut former des citoyens, et c'est un terme clé que vous avez choisi dans ce colloque, un citoyen éclairé doit être un citoyen qui, effectivement, va traverser, à travers son cursus, de la maternelle à l'université, les questions de l'information et du document. Un autre point qui semble être fondamental, c'est le fait que la documentation repose sur des compétences transversales, non pas seulement des compétences disciplinaires, sur lesquelles, effectivement, il y a, c'est le dernier point, vous le voyez, une pédagogie du projet. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est en train, progressivement, j'étais dans un colloque dernièrement à Bordeaux que nous avons organisé, on reconvoque les grands théoriciens des apprentissages que sont la pédagogie du projet de Freinet, la pédagogie de l'autonomisation de Paolo Freire, etc. Où on est en train de se rendre compte que finalement, c'est le faire, le produire, qui fait qu'effectivement, on a une préoccupation en termes de projet, avec des professeurs de discipline, entre camarades, et finalement, ce qui fait sens, c'est là qu'on convoque les problématiques d'information et de documentation. Et puis, dernier point, vous le voyez, le fait que, peut-être que le postulat pour vous, c'est qu'à partir du moment où vous avez déjà des bibliothèques scolaires, mais j'ai bien entendu des bibliothèques numériques qui se dessinent, etc., il y a peut-être souvent aussi à sauter une étape dans les phases d'évolution, plutôt que de suivre des étapes successives, en sachant que certaines étapes qui ont été utilisées par d'autres systèmes ont finalement déjà montré des limites. Et ce que l'on voit se dessiner, et ce n'était pas préparé à l'avance, ce qu'a présenté Joanne par exemple sur les Fab Labs et les espaces d'expérimentation, on voit effectivement de plus en plus, il me semble, des espaces documentaires scolaires où il y a d'une part des lieux de sociabilité,
où on vit, où on peut parler à haute voix, où on peut échanger, où on peut peut-être même aller jusqu'à de temps en temps se nourrir et s'hydrater, surtout quand il fait chaud. Peut-être aussi des espaces de travail de groupe, où effectivement on peut travailler et ne pas hésiter à produire, et puis des espaces de production et d'expérimentation que sont les Fab Labs, mais il y a peut-être d'autres structures à imaginer. J'avais fait le choix de reprendre une phrase, et dans l'article je citerai Jean-Louis Charbonnier, qui dans les années 80 disait que l'enjeu des systèmes éducatifs était de former à l'information et au document de la maternelle à l'université, c'est-à-dire de 2 ans et demi, 3 ans, jusqu'à l'entrée au moins à l'université, 20 ans, 18-20 ans. Voilà, donc, pour finir, je gère une fois de plus mal de temps, et plus les années passent, plus je gère mal de temps, ce qui veut dire que je pense que c'est une compétence transversale que je n'arriverai jamais à acquérir, ou on dira du moins en cours d'acquisition. Mais je crois qu'il y a une vraie tentation des systèmes éducatifs actuellement de faire croire que former à une culture de l'information serait de former à la culture du numérique. Un collègue disait tout à l'heure, oui, mais maintenant ils sont tous, plus ou moins tous digital natives. Oui, ils sont tous digital natives, mais avec des pratiques numériques tellement fragmentées, tellement diverses, en fonction du capital culturel, du capital économique, de la famille à laquelle on appartient, du secteur géographique dans lequel on fait ses études, que derrière des cohortes de digital natives, il y a une fragmentation numérique extrêmement forte. Et je dirais qu'entre Marcus Prensky et Anne Cordier, je préfère les travaux d'Anne Cordier, qui nous montrent effectivement la pluralité des approches du numérique. Ah, ça, nous avons tous un point commun. Nous regardons nos téléphones, nous regardons nos écrans, mais nous avons des pratiques tellement différentes et variées les uns les autres que finalement, ce qui est important, c'est plutôt une approche anthropologique des savoirs et de voir effectivement, par petites touches, ce que l'on a usage de faire, de ce que nous méconnaissons, et c'est là que l'éducation a du sens. Quelques références pour vous guider, mais il y aura l'article beaucoup plus précis que ceci. Et surtout, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants et aux collègues que j'ai la chance de rencontrer qu'une communication ne vaut que le temps d'une rencontre très brève, mais n'hésitez pas à nous réécrire ou à m'écrire en l'occurrence pour tout simplement créer un dialogue entre nous, un échange de ressources, d'expériences, parce qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul. Je vous remercie de votre attention. وإليكم مداخلتي مباشرة أقرأها عليكم لأني أنا لا أستطيع أن أرتجل أنا خطيب، إنما لا أستطيع أن أتقيد بالزمن الذي يضبط لي لأني أتوسع كثيرا، ولذلك أفضل أن أقرأ عليكم نصي في 20 دقيقة المرسومة لي. في البدء أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل الذين قاموا واللائي قمنا على تنظيم هذه الندوة الفكرية المهمة. شكرا أول لدعوتهم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كي تقدم وجهة نظرها في موضوع من أخطر المواضيع التربوية، وأعتبره موضوعا خطيرا جدا في معنى الأهمية، ألا وهو موضوع المكتبة المدرسية. وشكرا ثانيا لأنهم أتاحوا لي فرصة ثمينة. أنا متفقد العام للتربية الذي ساهمت مساهمة فعلية في إعداد البرامج والوسائل التعليمية المتصلة بقانون 29 من جويلية من سنة 91 و90 مع المرحوم الأستاذ محمد الشرفي، وكنت رئيسا للبرامج والكتب المدرسية في قانون 23 من جويلية من سنة 2000 و2000. هي فرصة هذه أتيحت لي لكي أحمل نفسي على العودة إلى النصوص القانونية لل4 من نوفمبر من سنة 58 مع ما يسمى بقانون المسهدي إلى القانونين اللذين ذكرتهما موضوعين. حملتني هذه الندوة على العودة إلى النصوص الرسمية لكي أنظر فيما تنص عليه في شأن المكتبات المدرسية، وتمليت فيها جيدا. والحق أني لم ألفي فيها شيئا يتصل بموضوع المكتبة المدرسية كفضاء ثقافي مدرسي.
وغاية ما نصت عليه القوانين التربوية الثلاثة 58 91 و2002 وبشكل محتشم جدا هو درس المطالعة الذي وردت في أمره بضعة أسطر لا تتعدى التوصيات العامة لكيفية تمكين التلميذ من قراءة نص طويل في سويعة صغيرة شهرية للإعدادي وللثانوي باعتماد رصيد من الكتب يضعها المتفقدون عادة في قائمة رسمية لا تراعي أبدا القضايا المستجدة كحقوق الإنسان أو البيئة أو المواطنة بقدر ما تراعي بعد السلطة الأدبية لمؤلفي هذه الكتب، وهذه معضلة في حد ذاتها. وتتولى إدارة المؤسسة التربوية رصف هذه الكتب في خزانة الفصل تحت نظر المدرس أو في خزائن بقاعة تحوي بضع طاولات ومقاعد تسمى مكتبة مدرسية يشرف عليها إداري بسيط التكوين أو مدرس أو مدرسة يعاني من بعض المتاعب الصحية. وفي بعض المدارس هناك عامل أحيانا يكون هو المشرف على المكتب المدرسي. وأنا لا أخفيكم وأقوم وما سأذكره هو ضرب أيضا من النقد الذاتي الأوتوكريتيك، يعني أنا ساهمت في هذا ووعي كان في وقت ما محدودا بالقضية التي سأعرضها. هذه الحقيقة أن هذه الملاحظة التي كنت أسوقها تدل بجلاء على أن الوعي بقيمة المكتبة المدرسية كان محدودا جدا، حتى لا أقول أنه كان معدوما في القوانين التربوية الثلاثة، إذ أن أصحاب القرار السياسي التربوي كانوا يفكرون في تشييد المدارس والمعاهد كقاعات للدروس ومحلات للإدارة، ولم يكن يدور بخلدهم بناء فضاءات نوعية كالمكتبة المدرسية. بل الأدهى من هذا أن بعض المؤسسات التربوية التي تملك مكتبة مدرسية فضاء وكتبا ومراجع وأدوات بحث وجدت نفسها في ظروف معينة تتحول إلى قاعات دروس عندما يتكاثر عدد التلاميذ وتصبح المدرسة غير قادرة على استيعابهم. كيف نفسر ضعف الوعي بقيمة المكتبة المدرسية؟ بعيدا عن التعلم بالإمكانيات المادية المحدودة، فإن أسباب ضعف الوعي بهذا الموضوع هو أعمق وأخطر في نظرنا. فقد غاب عن المشرع التربوي ومن معه أن المكتبة المدرسية هي ذاكرة العالم، وهي السبيل إلى تفعيل فعل القراءة بحثا مستقلا واطلاعا واعيا وتعاملا نقديا، وهي الموقل الذي يحدد منزلة الكتاب في عين الطفل ويقترح عليه وضعيات للتعامل معه وفق شروطها، وهي شروط أدبية ومدنية مواطنية. لعل أبرز تجلياتها هذه المواطنية الوعي بمفهوم الآخر كان غايب، وقيمة العيش المشترك، وتحدي ثاني ودور الثقافة في المجتمع، والميز الضروري بين التعليم والتعلم. وهذه مبادئ حقوقية ومواطنية كانت غائبة في البرامج المتصلة بالقراءة والمكتبة المدرسية، ولذلك تعتبر اليوم في نظري تحديات عظمى علينا جميعا المساعدة على كسبها. أربعة تحديات والتزاما مني بعنوان الندوة تحدث عن التحديات في القرن 21 بالنسبة إلينا في تونس. التحدي الأول، أربع تحديات. التحدي الأول هو غياب مفهوم الآخر وضرورة التدريب على الاعتراف بالآخر عبر اللغة. فالمعروف من قبل حضراتكم وحضراتكن أن أول فعل
يدشن به الطفل حياته المدرسية هو القراءة والكتابة، وهو فعل لا شك ذو دلالة عظيمة، إذ به يشرع الطفل في اقتحام عالم الكبار والتحول بنفسه من عالم السماع والمشافهة في عالم داخلي وحميمي الذي هو الوسط العائلي إلى عالم القراءة والتعبير بالمكتوب في عالم خارجي مغاير الذي هو الوسط المدرسي. لذلك عد النجاح في القراءة سببا أولا للنجاح الدراسي في عمومه، واعتبر الفشل في القراءة عاملا محددا للفشل في جميع مفردات الدراسة، لأن كل المواد الدراسية تعتمد القراءة سندا لفهمها واكتساب مضامينها وقواعد التعامل معها، فالقراءة هي القاعدة التي منها يكون الانطلاق وإليها تعود الأمور في مجملها. ولا تقف خطورة هذا الفعل، فعل القراءة، عند حدود التحول من فضاء داخلي الذي هو العائلة إلى فضاء خارجي الذي هو المدرسة، وإنما تتعدى ذلك إلى أن الطفل بفعل القراءة سيدخل مغامرة جديدة في حياته تتغير بمقتضاها علاقته بنفسه وعلاقته بالعالم، وذلك بحكم تغير علاقته باللغة وبالأطراف التي يتواصل بها معها. فاللغة التي كان يدرك بها الأشياء ويتواصل مع غيره من أجلها سماعا ومشافهة ستخوض في التشكل في صور وهيئات مختلفة عما كان مألوفا لديه، لأنه سيستعملها منذ اللحظة الجديدة أي دخول المدرسة ليتواصل بها مع نفسه ذاتا جديدة ومع غيره سواء كان موضوعا أو طرفا. بعبارة أخرى ستضحي اللغة المقروءة معادلة للآخر ولما هو مختلف معه، فثمة فرق بين ما يكتسبه الطفل بصفة طبيعية من قدرة على السماع والتعامل الشفاهي في المستوى العائلي وما سيكتسبه بجهد خاص منه من لغة محسوسة تدرك بحاسة البصر ويسعى إليها في مراجعها التي استقرت فيها. وأول هذه المراجع هي الكتب، وأول فضاء حر يتيح للطفل التعامل المباشر مع الكتب هو المكتبة المدرسية بما فيها من آداب وفنون القول المختلفة. يقول إدغار موران في هذا: يلحمنا الأدب والشعر في المنزلة الإنسانية في موقع معين وتاريخ محدد، والأدب والشعر يخدمان هدفا من أهم أهداف التعليم التي ألح عليها الرسول في كتابه الجميل، ذلك أن التدريب لا يخص المعارف وحدها والتقنيات والمناهج المنتجة، بل يهتم أيضا بعلاقات الشخص بالآخر وبنفسه ذاتها، مع العلم أن المراهقين كثيرا ما يتعلمون تحديد حقائقهم الذاتية التي لا يعونها يتعلمونها من خلال قراءة النصوص الروائية أو الشعرية أو مؤلفات الفلاسفة وكتاب المقالات. انتهى قول إدغار موران. إن المكتبة المدرسية تقوم بدور مهم جدا في توفير الفرص الخصبة لتحقيق الذات الحرة للطفل واستحضار الآخر، لذلك لابد من التأكيد أن الطفل لا يكون نفسه كذات إنسانية حقا إلا عبر الآخر باللغة وفي اللغة، وهذه مأخوذة عن كوريكور سوامام كومينوتر. إذا قلت يكون عبر الآخر لابد أن يكون يتصل بالآخر عبر باللغة وفي اللغة وليس بالانطواء على النفس أو الانغلاق على الخصوصية الفردية اجتماعية كانت أو ثقافية. إن الاعتراف بالآخر كما هو سواء كان موضوعا أو طرفا باللغة وفي اللغة يمثل الخطوة الأولى نحو عقد ثقافي واجتماعي وأخلاقي.
والتشجيع على تطور هذا العقد هو السبيل إلى تحقيق العيش معا، العيش المشترك الذي ensemble، وهو التحدي الثاني بالنسبة إلى المكتبة المدرسية. العيش المشترك هو الغائب البارز الثاني عن وعي المشرع التربوي. أعني فكرة العيش المشترك في الفضاء الحر. فلئن كان الاعتراف بالآخر يمثل الخطوة الأولى نحو عقد اجتماعي وثقافي وأخلاقي جديد، يحس معه كل إنسان بأنه الحق في التمتع بحقوق، أي الحق في الاعتراف به مواطنا وبوصفه عضوا في مجموعة. بعبارة عن أراند، فإن العيش المشترك هو ما يجسم مبادئ هذا العقد الجديد، ولا قوام للعيش المشترك إلا بفضاء حر يساعد حقا على بناء ثقافة التعاون والتعاضد والسلم والتسامح والإيثار وكل الخصال المعادية لثقافة العنف والأنانية والإقصاء. وهذا الفضاء الحر هو في نظرنا المكتبة المدرسية، فهي فضاء حياة وفضاء للتعدد، إذ الإنسان لا يتربى وحده وإنما يتربى في المجموعة المتعاونة المتآزرة. يقول رجل التربية البرازيلي العظيم باولو فريرا: لا يتربى أي شخص وحده، بل لا يربي أي شخصا آخر. فالكائنات البشرية تتربى بالاشتراك فيما بينها. ولعل أكبر تحدي للمكتبة المدرسية هو أن تكون لها استراتيجية لتعليم التلاميذ كيف يعيشون مع بعضهم، وكيف يتعلمون بصفة جماعية، وكيف يعرفون وكيف يتصرفون في الفضاءات الثقافية، وباختصار كيف يعيشون معا. وهذه هي الركيزة العظمى لبقاء فكرة حقوق الإنسان على قيد الحياة، وهي ركيزة ثقافية تقتضي أن نذهب بالمكتبة المدرسية إلى أن تكون مؤسسة ثقافية قائمة برأسها. لكن للأسف الشديد لم نصل بعد إلى منح المكتبة المدرسية هذه صفة المؤسسة الثقافية، وهو التحدي الثالث الذي أحب أن أثيره معكم. فأتحدث عن دور الثقافة في المجتمع. قلت إن ثالث تحدي تواجهه المكتبة المدرسية اليوم، وكان غيابا ظاهرا في ذهن القائمين على شؤون التربية والتعليم، هو الوعي بقيمة المكتبة المدرسية مؤسسة ثقافية لا يقف دورها عند حدود التكميل التربوي أو الإدماج المدرسي كما تذهب إلى ذلك بعض التوصيات حتى مثل الإفلا، وإنما تتجاوزها إلى الرسالة الثقافية في الوسط المدرسي. الرسالة الثقافية في الوسط المدرسي عندما نفهم الثقافة على أنها العناية والصيانة والاحتفاظ والتشذيب والتهذيب، وأنها الكسب التاريخي والإنساني الكفيل بإخراج الفرد من خصاله الطبيعية البدائية إلى الخصال المدنية، وهي الوسيلة الضامنة لأنسنة الإنسان حتى لا يظل ذئبا لأخيه الإنسان. ونحن في سياق مقاومة الإرهاب اليوم ليس من سبيل لنا إلى التغلب عليه بغير الثقافة أولا والثقافة دائما. يقول الكرمورة مرة أخرى إن الغموض في ظاهرة العنف أو الإرهاب يمكن فهمها والوقوف على أسبابها، ولعل أهم العوامل الفاعلة في هذه الظاهرة هو عامل الثقافة. فالنقص الثقافي والفقر الفكري لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الاغتراب وإلى التمرد العنيف. لهذا نعتبر الكتاب أهم مورد من موارد الثقافة، ومورد الكتاب هو المكتبة عموما، وأقرب مكتبة للتلميذ هي المكتبة المدرسية، مؤسسة رديفة وحيوية في المؤسسات التربوية. من هذا المنطلق فإنني لا أستطيع أن أقصر وظيفة المكتبة المدرسية على ما هو مسطر معروف من مهام مدرسية معروفة، بل أعد المكتبة المدرسية قلعة مقاومة للعنف وشتى صنوف الانحراف
ولا أعتبر القائم على المكتبة المدرسية مجرد عون فني يساعد في الحصول على كتاب أو يرشد إلى وثيقة أو يعاون على إنجاز مشروع، وإنما حافظ المكتبة أو حافظة المكتبة المدرسية هو معلم، وهو مفكر، وهو مدبر، وهو صاحب رأي ونظر، بل هو قائد من قوات معركة ثقافية كبرى هي ثقافة السلم والمواطنة والحس المدني الرهيب والعيش المشترك والاختلاف المثمر، يسهر على بث ثقافة المواطنة والمسالمة في كل من يرتاد هذا الفضاء الذي وإن سمي مدرسيا فإنه بآثاره وأبعاده المختلفة يعد فضاء مجتمعيا عظيما. وإلى جانب هذه المهمة النضالية المتميزة أعتبر دور المشرف أو المشرفة على المكتبة المدرسية خطيرا في معنى الأهمية، لأن عن طريقه قد تقوى لدى التلميذ الرغبة في المطالعة، وقد يعلق التلميذ بكاتبا، وقد يعجب بباحثا، وقد يكتشف مجاهل في الأرض أو في السماء، فيكسب التلميذ أخلاقا في التعامل مع الكتاب ومع من يستعمل الكتاب أو يرشد إليه أو يعين على الاستفادة منه. إن المشرف أو المشرفة على المكتبة المدرسية رسول علم وخلق وكنز من المعرفة يسكو على الدوام حتى يفيض على المرتادين المكتبة المدرسية. وإذا كان لمن توصية في هذا الباب ولا أؤخرها إلى خاتمة المداخلة، فهي ضرورة الاعتناء بالمشرف والمشرفة على المكتبة المدرسية وتقدير الدور الخطير الذي يطلع به في العملية التربوية والمواطنية، فيعنى به أكثر فأكثر في تكوينه المعرفي والمنهجي وفي طرائق تواصله مع مختلف الأطراف التي يمكن أن تتعاون معه. أن غفلة المشرع التربوي طيلة عقود من الزمن لقيمة المكتبة المدرسية الثقافية والاجتماعية وعدم منحها المنزلة النوعية التي تخصها وتخص رسالتها المواطنية التمدينية، وضعف وعيه بها مؤسسة ضرورية لممارسة المواطنة والوعي بالآخر والقبول بالاختلاف والاعتراف المتبادل، وما يستتبعه من إقرار بالتعدد الثقافي والعقدي. جميع هذا كان سببا في تأخرنا في الديمقراطية واستنبات قواعد العيش المشترك. والحق أننا لم ننظر عند تسطيرنا البرامج وقواعد تنفيذها إلا إلى عملية التعليم وفي فضاءات الدروس دون سواها، وكنا وما زلنا نتوهم أن عملية التعلم التي ندعيها اليوم يمكن أن تتم في القسم دون غيره من الفضاءات، وهو أمر خاطئ بلا شك. وهنا أذهب إلى التحدي الرابع وهو بين التعليم والتعلم. فلأن كنا لا ننكر أن الطفل يولد مواطنا حسب مقررات برشلونة في 20 نوفمبر من سنة 90، فأننا نعتبر المواطنة تبنى بالفعل في الواقع والتأثير فيه وبطريقة متدرجة، ومعيار الفعل المواطني هو المشاركة. لذلك نميز في هذه العملية بين فضائين اثنين في العملية التربوية التعليمية، وأعني بالفضائين القسم والمكتبة المدرسية. فبينما ما ينجز من العملية التربوية في القسم هو التعليم، والتعليم مسألة بيداغوجية يخضع لها المتعلم بفعل التحفيز القسري، فإن الذي ينجز بالمكتبة المدرسية هو التعلم، والتعلم يقوم على الرغبة التلقائية وبحوافز داخلية بصفة رئيسية. وإذا كان التعليم يشرع له بنصوص، فإن التعلم يهتدى إليه بدستور المواطنة بكل ما تعنيه هذه العبارة من حرية واستقلالية ومبادرات شخصية واختيارات فردية. التعليم يكون في القسم، والتعلم يكون في المكتبة المدرسية. في القسم كما يقول باولو فرير المدرس هو الذي يعرف والتلميذ هو الذي لا يعرف. المدرس هو الذي يربي والتلميذ هو الذي يربى. وإذا كان المدرس هو الذي ينقل المعرفة والتلميذ هو الذي يتلقى المعرفة، فإن الذي ينقل إلى التلميذ هو تجربة غيره وقد رواها له مدرسه، أما هو فذات متكيفة مع تجارب الآخرين
وليس من وظيفة له إلا خزن خلاصة هذه التجارب من أجل اندماجه في المجتمع على النمط القديم الموروث. أما المكتبة المدرسية ففيها التعلم الذاتي الحر القائم على التفاعل الإيجابي بين الذات القارئة والمعرفة، فيها التواصل الإنساني الخلاق بين الذات الباحثة والذاكرة الإنسانية من أجل إعطاء المعنى للوجود الشخصي. من هذه الجهة تحديدا تعتبر المكتبة المدرسية الفضاء الأمثل لممارسة الحق في الحرية والتجريب الذاتي واكتشاف القدرات الشخصية وحدود هذه القدرات والحق في الخطأ من دون محاسبة أو عقاب، والتمتع بإمكانية التراجع والمراجعة والتصحيح والتكميل من دون خوف من أحد ومن دون سلطة ما تراقب أو تعاقب. في القسم نحن في ظل السلطة العمودية بين الآمر والمأمور، وفي بيداغوجيا المواجهة الفسبرس. أما في المكتبة المدرسية فنحن في السلطة الأفقية بين متعاونين، وفي بيداغوجيا المرافقة أو الجنب إلى جنب لكوت كوت. بل أكثر من هذا وأذهب في العمق، إننا في القسم مع الذاكرة بما تعنيه من إحالة على الماضي مضمونا وما يعتمد فيه من مقاربة بيداغوجية أساسه نقل المعارف والتلقين ثم رد البضاعة إلى أصحابها بمنطق المنافسة القاتلة بين المتعلمين. أما في المكتبة المدرسية فنحن مع الخيال بما يعنيه من إحالة على المستقبل ومن تحرير للملكات ومختلف القدرات على الخلق والإبداع وبناء الذات، ومن الحلم المخصب في إطار من الأريحية والاكتفاء والقناعة والثقة بالنفس. فإذا كانت المكتبة المدرسية على ما وصفنا وقدمنا من الخطورة والأهمية، فإنه لا مناص للمشرع التربوي من مراجعة تشريعاته السياسية التربوية وتدارك ما يعتريها إلى اليوم من ثغرات فادحة في هذا الباب، وذلك بالعمل بما نقترح عليه من توصيات وهي في بابين. أولهما يخص المكتبة المدرسية فضاء، ويتعلق الثاني بالمكتبة المدرسية إشرافا، وسوف أقتصر لضيق الوقت على توصية واحدة في كل باب. التوصية الأولى هي فيما يخص الباب الأول أي المكتبة المدرسية فضاء، أدعو إلى بناء سياسة دقيقة وتصورات تعليمية تدرج المكتبات المدرسية في محلها التربوي الثقافي وتحديد منزلتها الثقافية بأبعادها المدرسية. وفي الباب الثاني فيما يتعلق بالباب الثاني يتعلق بالمشرف على المشرف على المكتبة المدرسية، فأدعو إلى تكوين المشرفات والمشرفين على المكتبات المدرسية في الاختصاص وفي علم الاتصال والتواصل، وخاصة في مادة حقوق الإنسان وحقوق الطفل. وختاما أقول إن الألفية الثالثة أتتنا بظاهرة العولمة التي مهما كانت إيجابياتها فقد بثت بين البشر الأنانية والمنافسات القاتلة والكثير من الأخلاقيات التي لا تساعد على السلم والاستقرار الاجتماعي والمواطنة، بينما نحن محتاجون إلى التضامن والتعاون والتآزر والاعتراف المتبادل مهما كان الاختلاف والتنوع بيننا. وهذا لا يتأتى إلا بمواطنة فعلية تحترم حقوق الإنسان، وأولى الناس بهذه الحقوق هم الأطفال، وأولى الفضاءات الكفيلة بتدريبهم على روح المواطنة هي المدرسة بفضاءاتها المختلفة كالقسم والنادي، ولكن خاصة المكتبة المدرسية. شكرا على رحابة صدركم وحسن صائكم والسلام. Barakallahu fik, si Ben Salah. Je vais résumer, traduire en résumant rapidement. Monsieur Ben Salah a commencé par donner son impression après avoir écouté les interventions de Madame Plante et de Monsieur Biquette. Et son impression, c'est l'immense écart qui existe entre, comme il dit, les pays développés, les pays en voie de développement. Et c'est un constat, une confirmation en plus. Ce qui est pire, c'est que nous, d'après M. Ben Salah, nous sommes en train de regresser
par rapport à il y a quelques années. Pour cela, il donne 2 indicateurs. Le premier, c'est le fait que le nombre d'élèves entre 2014 et 2018, par exemple, à l'école primaire a augmenté, tandis que le nombre des enseignants a diminué. Ce qui a fait qu'il y a plus d'élèves par classe, par 50, là où il a visité. Et c'est la même chose au niveau de l'enseignement préparatoire et secondaire. Donc il y a plus d'élèves, moins d'enseignants, et donc plus d'élèves par classe, etc. Et bien sûr, il dit ce que... Une vérité amère, c'est que, étant donné cette situation, même le peu d'établissements où il y a des bibliothèques, celles-ci sont transformées en salles de classe. Et ce qu'on appelle bibliothèque n'est pas une bibliothèque au vrai sens du terme, en fait. Donc, il a rappelé rapidement aussi les 3 textes de loi concernant dans le domaine éducatif, 1958, 1992, 2002. Moi, je lui propose de nous donner peut-être sa communication complète, et pourquoi pas dans les 2 langues. Dans les 2 langues, ça serait bien, comme la communication complète. Bon, le cahier des charges ne prévoit pas, le cahier des charges du ministère ne prévoit pas la construction de bibliothèques. Je précise, ça je me permets, sauf quand il s'agit de nouveaux établissements privés, le cahier des charges exige une bibliothèque, mais pas dans l'enseignement public. Bon, d'après lui, tout cela revient à quoi? À un manque de prise de conscience des décideurs, cette situation catastrophique. Cela, justement, le conduit à l'intitulé de notre colloque, et il va exposer 4 défis. Le premier, c'est les lectures à la base, le fait de lire. Le fait de lire, ajoute une 3e compétence à l'enfant qui commence par écouter, ensuite s'exprimer, et il ajoute le 3e sens qui est la vue. Et donc cela contribue à ce langage, la maîtrise de la langue, et maîtrisé par la langue aussi, contribue à structurer la personnalité d'un enfant. Et la lecture, lire, ce n'est pas se replier sur soi, au contraire, c'est s'ouvrir à l'autre et surtout s'ouvrir à soi-même. Et cela est un enjeu, un défi dont nous devons tenir compte. Il a parlé du cas particulier des adolescents aussi, mais sans trop approfondir. Le 2e défi, il a parlé des bibliothèques scolaires, plus précisément. C'est un lieu de citoyenneté, vivre ensemble, entraide, collaboration, espace de vie sociale. Il a développé cela. Le 3e défi, c'est le rôle culturel d'une bibliothèque scolaire, surtout pour véhiculer les valeurs humaines, l'humanisme même, contre la violence, contre la délinquance, contre l'extrémisme, le terrorisme, etc., dont nous souffrons tous. Et autour du livre, autour de la bibliothèque scolaire, le livre devient une ressource de proximité entre les usagers d'une bibliothèque scolaire. Ça favorise la proximité, donc la tolérance et toutes ces valeurs. Bien sûr, il précise aussi, tout en faisant son mea culpa, parce qu'il a été un certain moment directeur du programme, le bibliothécaire scolaire, ce n'est pas seulement un technicien, c'est aussi un éducateur, un médiateur, et donc il a une responsabilité morale. Et il reproche aux législateurs d'avoir négligé les décideurs dont il faisait lui-même partie. Et donc il a fait son mea culpa, et nous avons inondé, négligé l'importance du rôle de bibliothèque scolaire. Et c'est ça qui explique notre recul par rapport à notre sens de la démocratie dans nos contextes. C'est pour ça que, une erreur, etc., nous avons fait une erreur, et la bibliothèque, c'est aussi, le défi 4, justement, le dernier défi, c'est que le législateur, tout comme il a accordé de l'importance au programme scolaire,
et l'enseignement. Il aurait dû accorder la même importance à la notion d'apprentissage à travers cet espace qu'est la bibliothèque scolaire. Le législateur reste occupé que du premier aspect, tandis que l'apprentissage, valoriser l'apprentissage du point de vue du législateur, cela se base non pas sur des programmes, mais sur une constitution de la citoyenneté pour sensibiliser à l'auto-apprentissage, ce qui ne se passe pas, selon monsieur, dans une salle de classe. Mais les méthodes pédagogiques modernes le permettent. La liberté, l'épanouissement, le droit à l'erreur, qui est plus autorisé en bibliothèque que dans une salle de classe. Il n'y a pas d'évaluation comme dans une salle de classe, donc l'enfant a plus de confiance en lui-même, l'imagination, la création, beaucoup de bienfaits de cet espace d'apprentissage qui complète l'espace de l'enseignement. Et sa recommandation, c'est bien sûr de favoriser la création des bibliothèques scolaires sur deux axes, en tant qu'espace social et culturel, et en mettant l'accent sur le rôle du gestionnaire de ces bibliothèques, qui doit avoir une formation, bien sûr, à la citoyenneté et aux droits de l'homme. Voilà, en plus de ses capacités techniques. Voilà, monsieur. Voilà, vous tous. J'espère que j'ai traduit fidèlement. Nous aurons le texte dans les deux langues.